l'équipe de la langue française première langue. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة عزة الجمل موجه اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذ أحمد زين معلم خبير اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Bienvenue, nos chers élèves de la troisième année secondaire, première langue. Dans cette séance, nous allons travailler. Leçon 8, coup de cœur. Les pronoms interrogatifs et démonstratifs. Traduction, le comte de Monte Cristo. Leçon 8, coup de cœur. Alors, d'après l'image, c'est quelle place où se situent les personnages? On voit ensemble que les personnages, ils peuvent être dans un magasin, dans une exposition artistique. Peut-être, on va voir, on a deux dames et un monsieur. Il paraît qu'il y a une dame qui explique et les autres demandent des questions. Passons au texte. Chez une marchande de tableaux du 6e arrondissement. Élise, regarde celui-ci. Je le trouve génial. Franc, lequel? Le marché de Provence? Élise, mais non, celui-ci qui est au-dessus. Franc, ça représente quoi? Élise, ce que tu veux, c'est de la peinture abstraite. Alors, ici, il paraît que la place, c'est un magasin de tableaux. Élise et Franc sont un homme et sa femme. Ils discutent ensemble à propos d'un tableau. Ils veulent acheter un tableau. Mais il paraît que le dessin n'est pas très bien clair. Alors, ils discutent ensemble. On continue. Le mot coup de cœur, c'est ressentir un grand plaisir. Alors, quand on voit une chose qui nous attire, qui est admirable, on sent un coup de cœur. On est content de voir cette chose-là. Un arrondissement, c'est une division du territoire d'une grande ville et qui administrativement correspond à une commune. C'est comme une place. Une place. Génial, qui a quelque chose de plus que les autres. Exceptionnel. La Provence, une région du sud de la France. Abstrait, il n'y a rien de pareil dans la réalité. La marchande de tableaux
C'est un Mazelier. Claire Mazelier est une jeune artiste qui monte, mais vous la connaissez, c'est celle qui a dessiné le nouveau timbre de 1 euro. Franc, ah bon. Élise, en tout cas, j'adore ces couleurs. Elle irait parfaitement avec celle du salon. Qu'est-ce que tu en penses? Franc, rien. C'est tout ce que tu trouves à dire? Écoute, Élise, pour le salon, tu choisis. Écoute, Élise, pour le salon, tu choisis ce qui te plaît. Alors, ici, la discussion a pris une troisième part. C'est la marchande de tableaux qui est venue pour expliquer à la femme de quoi s'agit ce tableau. Alors, elle a un peu expliqué ce qu'il y a et a mentionné la dessinatrice du tableau. Élise a beaucoup aimé le tableau, elle a aimé ses couleurs parce que les couleurs iront bien avec les couleurs du salon. Mais il paraît que son homme, son mari, Franc, n'est pas tout à fait convaincu. Alors, il laisse le choix à sa femme. Question. Où se passe la scène? Dans un restaurant, au marché, chez une marchande, dans un exposé. Alors, très bien, chez une marchande. De quoi parlent les personnages? Des couleurs, des tableaux, du salon, des peintures. Très bien, des tableaux. Comment trouve-t-il le tableau? Parfait, dégoûtant, désagréable, passionnant. Très bien, parfait. Est-ce qu'Élise a compris ce que disait le tableau? Il paraît non, oui, sûrement. Très bien, non, parce qu'elle a dit que ce sont des peintures abstraites, c'est-à-dire pour elle, ça n'a rien de sens. Qui est Claire Mazelier? La marchande, la cliente, l'artiste, la directrice. Très bien, l'artiste. L'artiste, c'est-à-dire celle qui a dessiné le tableau, s'appelle Claire Mazelier, comme la marchande a dit que c'est un mazelier. Est-ce que Franc est vraiment
intéressé par le tableau? Non. Oui. Un peu. Parfois. Non. Non, c'est un peu. Qu'est-ce qu'Élise et Franck ont décidé? Acheter le tableau, laisser le tableau, aller chez une autre marchande. On a laissé le choix à Élise. Je crois qu'on a laissé le choix à Élise. Très bien. Alors, à la fin, Franck lui a dit, tu vas choisir ce qui te plaît. C'est-à-dire, il lui a laissé le choix. Le synonyme de génial est fort, grand, intelligent, fabuleux. Ouais, fabuleux. C'est fabuleux. Très bien. Le synonyme de abstrait est absorbé, difficile, indéfini, absent. Absent. Non, c'est indéfini, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas définir. Qui n'est pas concrète. Oui, qui n'est pas concrète, qui n'est pas claire. Le synonyme de parfaitement est sagement, doucement, admirablement, rapidement. Numéro C, admirablement. Admirablement. Très bien. Alors, elle a dit les couleurs iraient parfaitement avec celles du salon, c'est-à-dire admirablement. L'antonyme de abstrait. Concret, pratique, effectif, précis. Numéro A, concret. Très bien, concret. L'antonyme de nouveau, c'est achevé, ancien, lointain, dépassé. Numéro B, ancien. Très bien, c'est ancien. L'antonyme de parfaitement est exactement, supérieurement, pleinement, imparfaitement. Parfaitement, l'antonyme c'est imparfaitement. Imparfaitement. Très bien. On a fait ici l'antonyme en ajoutant un préfixe. IM. Merci. Les pronoms interrogatifs. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Alors, observez avec moi les exemples qui sont là. Et on va essayer de déduire ensemble la place des mots et le choix aussi de mots. Lequel de ces tableaux tu vas choisir? Alors, ici, d'après vous, pourquoi on a choisi lequel?
parce que tableau, premièrement, c'est masculin. Oui, et on parle d'un seul tableau. Lequel de ces tableaux? C'est-à-dire lequel de ces tableaux? C'est-à-dire on va choisir un seul tableau. Oui. Alors, on a choisi lequel, ce qui exprime un nom masculin singulier. Ça va. Vois-tu la robe? Laquelle? Pourquoi ici on a choisi laquelle? Parce qu'il y a la robe et c'est féminin et laquelle concerne le féminin. Très bien. Alors, il faut faire attention, laquelle ça se termine par double L-E. Très bien. Lesquels de ces pulls va-t-il choisir? Ici, pourquoi on a choisi lesquels avec un seul L et S? Oui, parce qu'on dit un pull, donc c'est masculin, et puis c'est plusieurs pulls. On va choisir plusieurs pulls. Donc c'est masculin et pluriel. C'est très bien. Lesquelles de ces couleurs sont les plus confortables? Alors, de quel mot on a parlé en désignant lesquels? En disant lesquels, on a désigné quel mot? Les couleurs. C'est-à-dire le genre et le nombre du mot? Féminin et pluriel. Très bien, c'est pour cela qu'on a choisi lesquels qui se terminent par double L-E et S. Alors, voilà la règle. Pour désigner le masculin singulier, on choisit le pronom interrogatif lequel. Pour désigner le féminin singulier, on choisit le pronom interrogatif laquelle, double L-E. Pour le masculin pluriel, lesquels, avec un seul L et S. Pour le féminin pluriel, on choisit lesquels avec double L, E, S. Passons à autre chose. Mettez le pronom interrogatif convenable. Point de ces enfants a cassé ce vase. Alors, quel pronom vous allez choisir? Lequel? Très bien. C'est basé sur quoi? Un enfant, c'est masculin et je vais choisir. Il n'y en a qu'un enfant qui a cassé le vase. Très bien. Alors, c'est masculin singulier, c'est lequel? Merci. À point de ces filles appartient ce dossier. Laquelle? Laquelle? C'est très bien. Parce qu'on parle d'une seule fille qui possède ce dossier, alors c'est féminin singulier laquelle. Point de tes copines et ton ami intime. Laquelle? Très bien. Parce qu'en voyant le mot copine, c'est féminin et on parle d'une seule copine. Oui. Très bien. Voici plusieurs chaussures. Point tu vas choisir. En général, chaussures, on les emploie au pluriel. Donc, lesquelles tu vas choisir? Très bien. C'est très bien. As-tu pris point de ces bus? Un
un bus, je ne vais prendre qu'un bus, donc lequel de ces bus? Très bien. Très bien. Pour les pronoms démonstratifs, alors d'abord, il faut se rappeler que le mot démonstratif veut dire que je montre quelque chose qui est devant moi. Peut-être c'est près et peut-être c'est loin. Alors, celui qui travaille arrivera. Celle-là est la plus belle de toutes les filles. Ceux qui étudient réussissent. Voici les voitures, celles-ci sont nouvelles. Alors, celui ici, pourquoi on a utilisé celui? Parce que c'est une personne indéfinie, puisque c'est indéfini, donc c'est toujours le masculin. Très bien. Celle-là est la plus belle de toutes les filles. Alors, celle ici désigne quoi? La fille. Très bien. Il faut se référer au mot désigné par ce pronom démonstratif pour pouvoir bien choisir. Très bien. Ceux qui étudient réussissent. Le verbe étudier est au pluriel. Voilà. Donc, on parle de plusieurs personnes. Et puisqu'on ne les connaît pas, donc c'est masculin pluriel, c'est ceux. Très bien. Voici les voitures, celles-ci sont nouvelles. On dit que c'est une voiture. Et puisque ce sont plusieurs voitures, donc c'est féminin pluriel, celle-ci. C'est très bien. On passe à la règle. Voilà. On a les pronoms démonstratifs pour le masculin, singulier et pluriel, pour le féminin, singulier ou pluriel, et les pronoms démonstratifs neutres, c'est-à-dire qui ne désignent pas ni féminin ni masculin. Je peux les utiliser comme ça en général. Alors, celui-ci, alors j'ajoute si pour désigner quelque chose qui est près de moi et là pour désigner moi et là pour désigner quelque chose qui est loin. Alors, si cette chose est masculin singulier, je dis celui-ci, celui-là ou celui seulement. Pour le pluriel, ce, ci, ceux-là et ceux. Féminin, celle-ci, celle-là, celle. Celle-ci, celle-là, celle. Les pronoms neutres, ceci, cela, ça. Voyons les exercices. Complétez les phrases par le pronom démonstratif convenable. Pour la chambre, ne choisissons pas cette couleur. Choisissons celle-là. Celle-là. Alors, vous avez basé votre réponse sur quel mot? La couleur, parce que je vais choisir la couleur. Et c'est féminin, donc c'est celle-là. Très bien. Ne décorons pas le couloir avec ces affiches. Décorons-le avec... Alors, où est le mot-clé ici? Les affiches. Très bien. Et on dit une affiche. Donc, on veut quelque chose de pronom démonstratif féminin pluriel. Alors, c'est quel pronom? Celle-là avec S. Très bien. Celle-là.
Ne prenez pas ce chemin, prenez ceci. Non, dans le salon, ça, ne c'est mettons pas oui. ces meubles, mettons ceci. Donc, les meubles, c'est masculin pluriel. C'est pour ça que j'ai dit cela. Oui. Oui, voilà. Ne prenez pas ce chemin, prenez Celui-là. celui-là. Le chemin. Très bien. Regardez ces monuments, je les adore, mais je préfère Ceci, parce Très que bien. monument est au pluriel et c'est un monument. Très bien. Le jean, symbole d'égalité et de liberté. Alors, dans ce texte, on va parler de quelque chose qui peut intéresser tout le monde, surtout les jeunes. Ça, c'est le jean, le pantalon jean. On va voir. L'histoire commence en Californie en 1848. C'est la ruée vers l'or. Un prospecteur a besoin d'un pantalon résistant à l'érosion par l'eau. Un jeune bavarois, Oskar Levi-Strauss, lui taille un pantalon dans la toile de vache qu'il achète à Nîmes pour fabriquer des tentes. En 1873, Levi-Strauss s'associe avec un tailleur du Nevada, Jacob Davy. Ensemble, ils perfectionnent leurs pantalons. Mais c'est au début des années 20 que le blue jean prend son nom blue par sa nouvelle couleur. Qu'est-ce que ça veut dire symbole? Symbole, c'est objet qui représente une chose abstraite. Et la ruée? C'est un mouvement d'un grand nombre de personnes vers un lieu attirant. Et prospecteur? Celui qui cherche pour trouver des richesses naturelles. Et érosion? Usure à cause de l'eau. Et bâche? Tissu imperméable qui sert à protéger les marchandises sur les camions ou les wagons. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer l'eau. Et perfectionne? C'est rendre meilleur ou améliorer. Merci. Alors, ici, on parle de l'origine du pantalon jean. Comment il est fait, qui est le premier à penser à faire un pantalon pareil et pour quelle raison. Vous voyez ici qu'il y a un homme qui a demandé à un tailleur de lui faire un pantalon résistant à l'érosion par l'eau, c'est-à-dire il voulait un pantalon imperméable à l'eau, qui ne fait pas passer l'eau. Alors, il s'est mis d'accord avec un tailleur pour lui faire ce pantalon. Et voilà, ça c'est le début. Ce pantalon d'Oskar Levi-Strauss ressemble beaucoup à celui des marins génois du XVIe siècle. Sous son nouveau nom, le blue jean est prêt pour une nouvelle carrière.
Jusque-là, réservé aux cowboys, aux ouvriers et aux bûcherons du western. Il va se transformer en vêtements de loisirs. La crise de 1929 oblige la bourgeoisie américaine à faire des économies. Elle ne passe plus ses vacances en Europe, mais au Rond Ouest. C'est là qu'elle va découvrir le blue jean et l'adopter pour le week-end. À la Libération, c'est le grand boom. La jeunesse du monde entier en fait l'emblème des nouveaux modes de vie libres et contestataires. Qu'est-ce que ça veut dire orange? Grande ferme où on élève du bétail. Et adopter? Prendre légalement un enfant pour l'élever comme ses propres enfants. Et le dernier mot, contestataire? Qui aime s'opposer aux traditions, aux règles établies. Alors, ici, c'est la création du blue jean. Alors, au début, c'était réservé seulement pour les cowboys, pour les ouvriers, c'est-à-dire les employés, et aux bûcherons qui coupent les arbres. Mais vite, il s'est transformé en vêtements de loisirs, c'est-à-dire on peut les porter en allant dans une promenade, dans un pique-nique, n'importe où. Et la crise de 1929 a obligé la bourgeoisie américaine, c'est un niveau social un peu riche en Amérique, de passer les vacances en Europe. Et là-bas, ils ont découvert le blue jean et ils l'ont beaucoup aimé et l'ont adopté pour le week-end. Et voilà, comme ça, le blue jean est devenu un symbole de jeunesse, de vie et de liberté. Alors, dites si les phrases sont vraies ou fausses. Le premier jean a été créé pour un chercheur d'or. Vrai? C'est vrai. Le premier jean vient de France. Non, c'est faux. C'est faux. C'est Oscar Lévi-Strauss qui, en 1848, a conçu le premier jean. Vrai? C'est vrai. Le tissu du premier jean était de la toile de tente. Vrai. Vrai. Le jean a toujours été bleu. Faux. Faux. Au commencement seulement, il était bleu. Alors, Oscar Lévi-Strauss s'est inspiré des pantalons des marins du port de Gênes au XVIe siècle. Vrai. Vrai. Le jean est devenu populaire dans le monde entier après la guerre de 1939 à 1945. Vrai. C'est vrai. Très bien. Le synonyme de ruée est désordre, panique, attaque, course. Alors,
ses courses. L'expression dans le texte était la ruée vers l'or, c'est-à-dire on court vite vers l'or, vers l'argent. C'est-à-dire la fabrication du jean a causé une ruée vers l'or. Le synonyme de prospecteur est enquêteur, chercheur, directeur, collaborateur. Chercheur. C'est chercheur. Très bien. Le synonyme de résistant est désobéissant, inattaquable, dur, endurant. Dur. Dur, très bien. Alors, le prospecteur a demandé au tailleur de lui faire un pantalon résistant, c'est-à-dire un pantalon dur qui peut supporter son travail. C'est dur. Le synonyme de tailler. Découper, raccourcir, sculpter, éclaircir. Découper. Alors, le synonyme de s'associer. Confondre, assortir, se lier, évoquer. Se lier. C'est se lier. Le synonyme de emblème est arme, cadeau, mode, devise. Devise. C'est devise. Très bien. Symbole, c'est-à-dire. Voilà. Le synonyme de contestataire, c'est interrupteur, adversaire, révolté, perturbateur. Révolté. Révolté. Voilà. Voilà. L'antonyme de résistant, collaborateur, infirme, inerte, fragile. Fragile. C'est fragile, oui. L'antonyme de réservé, c'est imprudent, effronté, familier, curieux. Imprudent. Non, c'est familier. Réservé, c'est-à-dire seulement il ne peut pas, c'est exclu à des personnes. Familier, c'est-à-dire c'est pour tout le monde. Alors, l'antonyme de libre, c'est contrôler, empêcher, plein, retenu. Contrôler. C'est contrôler. Très bien. Très bien. Reportage chez la créatrice de mode Delphine Murat. Alors, aujourd'hui, on a passé par plusieurs métiers. On a vu au début l'artiste dessinatrice. On a vu le tailleur qui a fait le jean. Et ici, c'est la créatrice de mode. Delphine Murat nous présente sa collection 2002. Elle nous parle des tendances de la mode et nous raconte son parcours de créatrice. La voilà dans la photo entre une de ses collections qu'elle a créées. Voilà. Pour sa collection printemps-été de l'année,
Delphine Murat a choisi de s'amuser en célébrant le mariage de la fantaisie et le sport. On appréciera en particulier de jolies robes légères en satin avec imprimés colorés qui rappellent celles des majorettes de l'Amérique des années 50. Une collection pleine d'humour où l'on va de surprise en surprise. Alors ici, on parle de la collection printemps-été de Delphine Murat, la créatrice de mode. Elle a fait confondre la fantaisie et le sport ensemble pour faire naître de nouvelles modes. Et qu'est-ce que ça veut dire tendance? C'est-à-dire direction. Et parcours? Suite des activités de la vie de quelqu'un. Merci. On passe à la suite du texte. Reportage. Quelles sont les tendances de la mode? Delphine Murat. En fait, je trouve qu'il est relativement difficile de parler de tendance parce qu'il y a différents courants de mode. Il va y avoir des familles de mode, mais pas vraiment une mode. On peut très bien porter des robes vintage, on peut porter des robes super neuves, tout est justifiable. Le vêtement est considéré comme un objet d'affection. Les gens sont très attachés à leurs vêtements. Mon parcours, il est assez simple. J'ai d'abord fait des études assez académiques et puis j'ai décidé de m'adonner entièrement à cette passion. Et j'ai suivi le cours Berceau qui dure 2 ans. Pendant ce cours, j'ai fait différents stages dans des maisons assez renommées. Après cela, je suis partie suivre en fait un projet d'architecture intérieure avec création d'objets uniques pour une société financière sur Lisbonne. Au retour, j'ai entamé le processus de création personnelle. Alors voilà ici Delphine Murat qui explique son parcours, son chemin pour arriver à être une célèbre créatrice de mode. Elle a passé plusieurs cours, elle a suivi plusieurs projets jusqu'à ce qu'elle a arrivé à sa place. Question. Qui est Delphine Murat? C'est une créatrice de mode? C'est très bien, c'est une créatrice de mode. De quoi parle-t-elle? Elle parle de son parcours? Très bien. C'est-à-dire comment elle est arrivée à sa place. Qu'est-ce qui caractérise sa collection? Sa collection est pleine d'humour. Très bien, et de surprises aussi. Comment peut-on caractériser sa collection? Elle est simple et unique. Très bien, simple et unique. On ne peut pas la voir ailleurs. Trouvez le synonyme de. Apprécier. Aimer. C'est aimer, très bien. Humour. Sentimental. C'est sentimental.
Courant. Vogue ou type. Très bien. Très bien. Attaché. Lié. Lié. Unique. Distingué. C'est distingué. Très bien. Trouvez l'antonyme de simple, Compliqué. compliqué, très bien, ou complexe, c'est juste. Entièrement, Partiellement. partiellement, très bien. Renommé, Inconnu. inconnu. Justifiable, Injustifiable. injustifiable. Très bien. Passons à la traduction. Thème. Traduisez en arabe. Le travail et la persévérance sont les clés du succès. Ceux qui s'en servent sont sûrs d'occuper d'habitude les premiers postes dans les sociétés. Alors, إن العمل والمثابرة هما مفتاح النجاح، وأولئك الذين يستخدمونها واثقون من أن يحتلوا عادة المركز الأول في المجتمعات. Alors, on va mettre en exergue les mots importants. Voilà le travail, العمل, la persévérance, المثابرة, succès, النجاح, sûr, واثقون, d'habitude, عادة, les premiers postes, المركز الأول أو المراكز الأولى, société, مجتمعات. Passons à la version. Traduisez en français. إن أرض سيناء تمثل أملاً في المستقبل المزدهر لمصر، وخاصة بعد بناء الكوبري الجديد والأنفاق التي يربط سيناء بالوادي الجديد. La terre de Sinaï représente un espoir pour l'avenir prospère de l'Égypte, surtout après la construction du pont et des tunnels qui relient le Sinaï à la vallée du Nil. Alors, terre, ort, amalan, espoir, المزدهر, prospère, pont, كوبري, pont, أنفاق, tunnel, vallée, وادي. Roman. Le comte de Monte Cristo. Deuxième partie.
est de petite taille, maigre, son visage est marqué par la souffrance, c'est l'abbé Faria. Depuis des mois, il travaille à sa fuite, mais maintenant il trouve la fuite impossible. Il faisait aussi d'autres choses, il écrivait et il étudiait. Pour cela, il faisait des plumes avec le cartilage des têtes de merlan et de l'encre avec la suie d'une cheminée qu'il faisait dissoudre dans un peu de vin. Dantès veut voir tout cela et suit l'abbé Faria dans le corridor souterrain. Une grande amitié naît entre les deux hommes. Et Dantès découvre que le savoir de l'abbé Faria est illimité. Il parle plusieurs langues, connaît les mathématiques, etc. Dantès lui demande de tout lui apprendre et ils font un plan d'éducation. Les années passent. Dantès apprend vite. Il devient un autre homme. L'abbé Faria ne parle plus de sa fuite et Dantès est presque heureux grâce à l'abbé Faria. Un matin, Edmond, en arrivant chez l'abbé, l'aperçoit au milieu de la pièce, pâle, la sueur au front et les mains crispées. Il explique à Dantès qu'il a parfois des crises et lui montre le remède qui peut le sauver. Avant de finir sa phrase, l'abbé a une crise et Dantès lui donne le médicament pour essayer de le sauver. L'abbé reprend difficilement connaissance, mais il n'a pas de force. L'abbé Faria ne peut bouger ni sa jambe ni son bras droit. Il pense que s'il a une autre crise, il mourra. Il donne à Dantès un morceau de papier roulé. Un morceau de papier roulé. Lui dit que c'est son trésor. Si un jour Dantès peut sortir, ce trésor est à lui. L'abbé Faria a été le secrétaire d'un homme nommé Spada, qui était le neveu du cardinal Spada, que le pape avait emprisonné pour s'emparer de ses biens. Mais son trésor n'a jamais été trouvé. À sa mort, son neveu avait hérité de son seul bien, un bréviaire. À la mort du neveu, l'abbé avait hérité du bréviaire. Il y avait trouvé le plan de l'endroit où se cachait le trésor, dans une grotte de la petite île de Monte Cristo. Dantès est enfermé dans un cachot du château d'If depuis un an. Il ne cesse de crier son innocence, mais en vain. Il n'a plus qu'un désir, mourir, et décide de ne plus manger pour arriver à ses fins. Quel était l'état d'esprit de Dantès une fois enfermé dans son cachot?
Il était désespéré. bien. Il n'avait qu'un seul désir, c'est de mourir. Il décide de ne plus manger. Très bien. Il ne voit plus. Il est désespéré. Très bien, très bien. Enfermé dans son cachot au château d'If, Dantès n'a plus qu'un désir, c'est mourir. Un désir, c'est-à-dire un souhait. Alors, il décide de ne plus manger et jette sa nourriture par l'ouverture de sa lucarne. Dantès est désespéré, il ne voit plus, entend à peine, c'est-à-dire difficilement, et attend la mort. Quel événement redonne à Dantès l'envie de manger alors qu'il se laissait mourir de faim? Il a entendu un bruit qui vient du mur contre lequel il est couché. C'est très bien. L'événement qui redonne à Dantès l'envie de manger, c'est le bruit sonore qui vient du mur contre lequel il est couché. Ce bruit continue et Dantès entend une chute de pierres, c'est-à-dire les pierres qui tombent. Ensuite, ce bruit devient plus fort, plus rapproché et distinct. Dantès pense que c'est sans doute un prisonnier qui travaille à sa fuite. Il veut l'aider, ce qui lui donne l'envie de manger. Quelle est l'inculpation de Dantès? Il est accusé de favoriser le retour de l'empereur et de travailler à son intérêt. C'est très bien. L'inculpation de Dantès est d'avoir conspiré pour favoriser le retour de l'empereur. Il est aussi accusé de travailler dans l'intérêt de Napoléon. Enfin, un soir, Dantès croit entendre un bruit de pierre qui tombe et il décide de venir en aide à celui qui creuse le mur. Que fait Dantès pour pouvoir aider son compagnon d'infortune à creuser? Il casse son assiette et demande une casserole pour creuser plus facilement. C'est très bien. Pour aider son compagnon d'infortune à creuser, Dantès a besoin d'un outil. Alors, il casse son assiette et demande au geôlier une casserole pour creuser plus facilement. Au bout de 4 jours de travail, il a commencé à retirer des pierres derrière son lit. Aussitôt, la portion de terre sur laquelle Dantès appuie ses mains semble céder. Il se rejette en arrière, tandis que la terre et des pierres se précipitent dans un trou qui vient de s'ouvrir au-dessous de l'ouverture que lui-même a faite. Alors, au fond de ce trou sombre, il voit apparaître un homme qui entre chez lui. Qui est le prisonnier numéro 27 et quel est son secret? C'est l'abbé Faria. Et il était secrétaire d'un homme très important, c'est un cardinal à qui il lui a confié toute sa fortune. Et à cause de cette fortune, il est emprisonné. C'est très bien. Le prisonnier numéro 27, c'est l'abbé Faria. C'est un ancien prisonnier. Il est de petite taille, maigre au visage marqué par la souffrance. Il creusait pour fuir, mais en vain. Le secret de l'abbé Faria, il a été le secrétaire d'un homme important nommé Spada, neveu du cardinal Spada.
Le pape l'avait emprisonné pour s'emparer de ses biens, mais sa fortune n'avait jamais été retrouvée. Après sa mort, son neveu avait hérité d'un seul bien, un bréviaire. C'est un livre de prières. L'abbé Faria avait hérité ce livre après sa mort. Un jour, il avait découvert dans la couverture abîmée un plan qui indiquait l'endroit où le cardinal avait caché son trésor, qui se trouvait dans une grotte de la petite île de Monte Cristo. Comment occupe-t-il ses journées au château d'If? Il était un savant, un écrivain. Son savoir est illimité. Il parlait plusieurs langues. Il connaît les maths et toute sa journée, il écrivait et il lisait. Très bien. Pour s'occuper les journées, il écrivait et étudiait. Il est intelligent et habile. Il a fabriqué les plumes avec les os de tête de poisson. Il se sert de la fumée d'un feu allumé et du vin pour avoir de l'encre. Son savoir est illimité et il parle plusieurs langues et connaît les maths. On admire l'abbé Faria grâce à son habileté et à sa ferme volonté. Son endurance lui permet de supporter les douleurs de la souffrance. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Mille merci, madame. ألف شكر. Merci, madame لحضرتك. Merci. Ancostini.